On papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans peut-être ce premier épisode, si jamais j'en fais un concept, de On papote. Si jamais tu me suis sur Instagram, tu as l'habitude de voir mes petites stories dans lesquelles je dis On papote et dans lesquelles je vous propose de me poser du coup vos petites questions, très courtes au final parce qu'on n'a jamais vraiment la place d'écrire tout ce qu'on veut et j'aime tellement faire ça sur Instagram que je me suis dit tiens si on en faisait un concept de vidéo YouTube. Donc cette vidéo là est un essai, si ça passe tant mieux on en fera d'autres et puis si c'est chiant et ben on passera à autre chose. Donc sans plus attendre j'ai envie de te dire c'est parti, je sens que ça va envoyer du lourd. Go. Alors attention c'est parti, ça commence. Coucou, il m'a quitté mais je l'aime. Depuis je ne mange plus, je vomis beaucoup. Quoi faire? Entre parenthèses, je ne suis pas enceinte. Alors, ma Gertrude, quoi faire? Déjà rends-toi compte que t'es en train de t'abîmer la santé pour un mec. C'est lui qui t'a quitté et toi t'arrêtes de manger? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors j'entends bien, si tu vomis etc, j'imagine que le choc émotionnel doit être très très fort, mais en aucun cas il faut s'abîmer la santé pour qui que ce soit. Que ce soit un mec, que ce soit même tes parents, tes frères et sœurs ou tes grands-parents ou ton meilleur ami, ta meilleure amie ou une meuf ou n'importe qui, on ne s'abîme pas la santé pour qui que ce soit, tout simplement parce que dans ta vie la priorité c'est toi et qu'il n'est pas question de s'abîmer en fait pour qui que ce soit. Parce que si tu t'abîmes toi, comment veux-tu aider les autres? Premier point. Deuxième point, si t'as arrêté de manger par rapport à ta rupture, encore une fois et surtout si tu vomis beaucoup, je pense que le choc émotionnel est très fort. Peut-être que tu t'y attendais pas du tout, que tu tombes de 10 étages et que du coup tu fais oh waouh qu'est-ce qui m'arrive? Et parfois dans ces moments-là, quand on a un choc très fort, on se met à vomir. Il y en a d'autres qui vont plus réussir à dormir, il y en a d'autres qui vont convulser, il y en a d'autres qui vont faire des crises d'angoisse. Enfin tu vois, on a chacun notre petite façon de réagir. Quoi qu'il en soit, essaie de te détendre, peut-être un peu de méditation, j'en sais rien. Peut-être que t'as besoin d'en parler, peut-être que t'as besoin de consulter un médecin, mais quoi faire? Rends-toi compte que la priorité dans ta vie, c'est toi. Donc même si t'as pas très faim, même si tu sais que tu vas vomir derrière, essaie de t'alimenter. Et tant que ça fonctionne, tant que tu réussis à l'avaler, s'il faut que tu bouffes que du McDo pendant une semaine, fais ça, tu vois. L'idée c'est que tu t'alimentes, il faut que tu manges. Perdre 10 kilos après une rupture, c'est jamais bon. Si tu perds 10 kilos, il faut que ce soit parce que t'en as envie et parce que tu l'as décidé, pas à cause d'un mec, ok? On passe à l'histoire suivante. Je suis avec mon copain depuis pas longtemps et il me dit tout le temps qu'il m'aime, moi j'y arrive pas. Alors je ne sais pas si t'es une Gertrude ou un Alphonse, mais quoi qu'il en soit, si l'autre te dit qu'il t'aime, tant mieux. Récupère tout cet amour parce que ça fait du bien et puis il faut s'en remplir. Tant qu'à faire autant en profiter. Maintenant il y a deux options. Soit t'arrives pas à lui dire que tu l'aimes tout simplement parce que tu ne l'aimes pas, auquel cas il faut surtout pas te forcer. Ça sert à rien de dire à quelqu'un qu'on l'aime juste pour lui faire plaisir ou pour être poli, tu vois. Dire je t'aime à quelqu'un, ça fait partie du peu de choses qu'on essaie de garder vraiment pour les personnes qu'on aime vraiment. Donc si t'es pas encore amoureux ou amoureuse de ce garçon et que tu te sens obligé de lui dire que tu l'aimes alors que c'est pas le cas, ça sert à rien en fait. Ça perd toute la valeur du truc. Donc surtout ne te force pas si jamais c'est pas encore le cas. En revanche, si tu sens que t'es amoureux ou amoureuse mais que tu n'oses pas le dire, alors ça c'est un tout autre sujet. En fait, si le problème pour toi c'est que tu n'oses pas, il faut que tu te poses les bonnes questions. Pourquoi t'oses pas? Est-ce que c'est parce que t'as peur d'être abandonné? Est-ce que c'est parce que t'as peur d'ouvrir ton cœur? Et attention, c'est ultra flippant d'ouvrir son cœur, soyons bien d'accord. Est-ce que c'est parce que t'as peur qu'il se foute de ta gueule ou j'en sais rien? Questionne-toi là-dessus et rends-toi compte de toute façon au bout d'un moment que dans une histoire d'amour, il y a toujours cette passade où ouais, il faut se jeter dans le vide. Oui, on dit je t'aime, oui, on s'ouvre, de toute façon que tu le dises ou pas, si c'est vrai, si tu le ressens, ça change pas grand-chose à part que ça fera trop plaisir à l'autre. Donc en fait, en réalité, au moment où tu le dis ou au moment où t'as envie de le dire mais que t'oses pas, t'es déjà dans la merde de toute façon. Que tu oses t'ouvrir ou pas, dans tous les cas, t'es déjà impliqué émotionnellement, c'est trop tard. S'il faut que tu souffres, tu souffriras dans cette histoire. Donc autant le dire à l'autre, ça lui fera plaisir et puis en plus comme ça, il saura que vous êtes sur la même longueur d'onde. Que penses-tu du polyamour? Et ça c'est une bonne question. En réalité, je n'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un qui me soit proche, je veux dire, qui soit dans mon entourage, qui soit polyamoureux. En revanche, j'ai eu régulièrement des rendez-vous avec des personnes qui étaient polyamoureuses et qui me parlaient un petit peu de leur situation. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, j'ai pas grand-chose à en penser. Il me semble qu'à partir du moment où chacun peut être conscient de ce qu'il ou elle ressent et peut pouvoir vivre toutes ces choses-là en s'assumant et en se sentant bien, je pense que c'est le plus important. J'ai un peu le sentiment qu'en ce moment, beaucoup de gens pensent qu'il y a des tendances sur l'amour qui sortent. En fait, non, c'est pas les tendances qui sortent. Le polyamour, c'est pas nouveau. La pansexualité, c'est pas nouveau. La sexualité, c'est pas nouveau. C'est juste que ces mots sont enfin arrivés dans notre vocabulaire et quand les personnes qui étaient concernées par ces mots se sont rendues compte que ces mots existaient, ils se sont dit oh mais c'est ça ma différence en fait, putain il y avait un mot pour dire ça, mais incroyable. Et du coup une fois qu'ils ont capté qu'il y avait un mot qui expliquait ce qu'ils étaient, ils l'utilisent et grâce aux réseaux sociaux les choses vont beaucoup plus vite maintenant. Mais c'est pas des nouvelles tendances, c'est juste que maintenant chacun a une voix pour parler, notamment encore une fois grâce aux réseaux sociaux, et que ça se fait de plus en plus savoir et que ça devient de plus en plus normal et donc je trouve ça génial. Donc encore une fois je n'ai absolument rien à penser du polyamour. Pour ma part je suis pas polyamoureuse, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis convaincue que c'est une très bonne chose que tous ces mots soient arrivés aux oreilles de chacun pour que justement chaque personne puisse s'interroger sur les fondements de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas, sur ce par quoi elle est attirée, ce par quoi elle n'est pas attirée, et arrêter de se dire ah putain mais si je suis amoureuse ou amoureux de plusieurs personnes en même temps, est-ce que ça veut dire que je suis bizarre? Ou alors ah putain mais si j'ai pas de désir sexuel pour qui que ce soit, est-ce que ça veut dire que je suis bizarre? Non, ça veut pas dire que t'es bizarre. Il y a plein d'autres gens qui sont comme toi et encore une fois, de toute façon
façon, il n'y a pas de normalité en amour. On n'est plus ensemble, mais on continue de se voir et de se comporter comme un couple. Alors, ma Gertrude, je pense que c'est la plus toxique des façons de terminer une relation. Enfin, toxique, ce mot est trop à la mode, mais tu vois ce que je veux dire. C'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, si vous êtes plus ensemble, pourquoi vous continuez de vous voir et de vous comporter comme un couple? Dans ce cas-là, dites que vous êtes toujours ensemble et puis au moins il n'y a pas de problème. Parce que là, le fait que vous soyez plus ensemble finalement, ça vous permet en gros d'aller voir ailleurs, ce qui en soi au passage n'est pas forcément une mauvaise chose. Si vous êtes tous les deux d'accord pour être en couple libre, soyez en couple libre. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes plus ensemble parce que vous en avez marre de l'exclusivité, que ce soit juste lui ou juste toi ou juste vous deux, mais que vous l'assumez pas trop, du coup vous continuez de vous voir, mais quand même vous êtes pas en couple. Tu sais, c'est trop flou en fait, ça veut rien dire tout ça. Si vous étiez en couple, mais que vous continuez de vous comporter comme un couple, exactement tout pareil, vous vous voyez autant, vous couchez ensemble, etc., mais vous êtes juste plus officiellement en couple, dans ce cas-là, appelez ça une union libre. Vous avez tous les deux, ou juste un des deux, auquel cas c'est un problème, envie d'aller voir ailleurs. Malgré tout, vous vous aimez, vous avez pas envie de vous perdre l'un l'autre, et c'est ce qu'on appelle un couple libre. Et de la même façon que pour le polyamour, ou que pour la sexualité, ou toutes ces choses-là, qui paraissent un peu exotiques parce que c'est un peu des choses nouvelles pour certaines personnes, qui peut-être il y a encore 3, 4, 5, 10 ans n'avaient encore jamais entendu parler de toutes ces choses-là. Il y a pas de mal à être un couple libre, mais juste soyez clair, net et précis sur les termes du contrat, comme j'aime appeler ça. Parce que là, s'il y a un déséquilibre, imagine, il y en a un des deux qui veut rester en couple et l'autre qui est en mode bah non, moi je veux plus du tout être en couple parce que j'ai envie d'aller voir ailleurs, mais en même temps je t'aime, etc. Bref, s'il y en a un des deux qui va être exclusif et que l'autre ne veut pas l'être, vous êtes plus en couple, mais vous continuez de vous voir, donc en fait on est sur une espèce d'ambiguïté, une espèce de non-dit où chacun fait un peu genre, on voit pas trop parce qu'on n'a pas envie de crever l'abcès. Crevez l'abcès. Mettez-vous d'accord sur les termes du contrat, comme j'aime encore une fois appeler ça, parce que c'est trop important que vous sachiez un petit peu dans quoi vous mettez les pieds. Imagine, toi tu veux rester exclusive et ton mec il veut pas. Ça veut dire qu'au final, toi tu vas te casser la gueule, mais un truc de fou, parce que t'as l'impression d'être toujours en couple, puisque clairement vous continuez de faire exactement tout pareil qu'avant. Sauf que si t'as l'impression d'être toujours en couple et que demain t'apprends qu'il s'est tapé 50 000 nanas, oh putain, je te raconte même pas comment tu vas te prendre une claque dans la gueule. Donc ma Gertrude, soit vous êtes en couple, soit vous n'êtes plus en couple. Que le couple soit libre ou pas, soit vous êtes en couple, soit vous n'êtes plus en couple. Si vous n'êtes plus en couple, il faut arrêter. Une rupture, ça se consomme. Et c'est très dur au début, je suis d'accord, c'est insupportable. C'est très difficile de se rendre compte que l'autre sort de notre vie, etc. Mais ça fait partie des étapes du deuil, hein. Il faut consommer sa rupture, il faut vivre son deuil de la rupture. Et si vous n'êtes pas en rupture, si vous êtes en couple, qu'il soit libre ou non, restez en couple. Mais à un moment donné, il faut être clair, ok? J'aime un gars qui me fait espérer mais qui veut profiter de sa vie pour l'instant. Mon dieu, mais... Tu vois, ma Gertrude, ça me fait penser exactement à l'histoire précédente. C'est-à-dire que ce mec-là, tu le kiffes, il sait très bien que tu le kiffes, donc il en profite, c'est-à-dire qu'il te fait espérer, etc. Il profite des ondes ultra positives que tu lui envoies, puisque évidemment, comme tu le kiffes, il se sent beau dans tes yeux, il se sent agréable dans tes yeux, il a une très bonne image de lui grâce à toi. Sauf que monsieur, pour l'instant, il est pas trop prêt à s'engager. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour pas que tu t'en ailles? Il te fait espérer. Ma Gertrude, t'as pas le temps. Juste, t'as pas le temps. Comme j'adore le répéter, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Là, monsieur, il est pas prêt à être en couple, c'est que c'est non. Donc, en fait, qu'il te fasse espérer ou pas, seul le résultat compte. Vous n'êtes pas ensemble. Il est au courant que tu veux être avec lui, mais il n'est pas prêt pour l'instant. Ça veut dire non, en fait. Parce que sinon, tu vas faire quoi, Gertrude? Tu vas attendre comme ça? Tu vas attendre une semaine, un mois, un an, 2 ans, peut-être même 10 si t'as du temps à perdre. Le temps que monsieur se décide à peut-être s'intéresser à toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que le délire de je veux pas me mettre en couple parce que je veux profiter de ma vie pour l'instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne veux pas me mettre en couple parce que j'ai envie d'aller ken à tour de bras. Et il a le droit, le garçon, exactement comme dans l'histoire du couple libre ou pas libre là-bas. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais ma Gertrude, si c'est pas ce que tu veux, casse-toi. Si toi, ce que tu recherches, c'est un couple exclusif, arrête d'attendre après ce garçon, parce que là, ce qui t'explique, c'est que il est prêt à faire des petits ronds de jambes pour te faire espérer, pour te garder sous le coude, mais pour l'instant, clairement, il t'offrira pas l'exclusivité que tu recherches. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre entre les lignes par rapport à ça? C'est que tu n'es pas assez exceptionnel à ses yeux pour qu'il puisse renoncer, entre guillemets, à cette liberté qui lui fait tant envie. Alors évidemment, je te rassure, ça veut pas dire que tu n'es pas exceptionnel tout court, c'est juste que ce garçon n'a pas compris la chance qu'il avait. Auquel cas, tu te casses, t'as pas le temps, ma Gertrude. Next. Mon crush annule nos rendez-vous au dernier moment. Est-ce qu'il s'en fout de moi? Il veut plus me voir? Alors, c'est pas qu'il s'en fout de toi ou qu'il veut plus te voir. C'est juste que t'es son second choix. Si à chaque fois il annule vos rendez-vous au dernier moment, ça veut dire quoi? Parce que tu sais, à la limite, ça peut arriver une fois, genre ah putain, je suis désolée, on avait prévu de se voir dans 1 heure et je suis désolée, il y a ma grand-mère qui va pas bien, elle est à l'hôpital là et il faut que j'y aille. C'est urgent, c'est important, on se verra plus tard. Ça arrive, tu vois, évidemment que ça arrive. C'est chiant, mais ça arrive. S'il le fait à chaque fois, ça veut dire quoi, ma Gertrude? Ça veut dire que à chaque fois qu'il prévoit un rendez-vous avec toi, à la dernière minute, il y a peut-être un pote ou une pote ou n'importe quoi d'autre qu'on lui propose et qui lui fait faire le raisonnement suivant: je préfère carrément ce nouveau plan plutôt que d'aller en date avec cette meuf. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'annule. Il y a un moment, à Gertrude, il faut se respecter, tu vois. Quelqu'un qui t'annule à chaque fois, c'est quelqu'un pour qui t'es clairement, mais alors clairement pas la priorité, quoi. C'est quand même la preuve que n'importe quoi qu'on lui propose, ça l'intéresse plus que d'aller passer du temps avec toi. Gertrude, oh, tu le vires de ta vie, ce mec-là. C'est pas tant que c'est un connard, c'est juste que il ne te donne pas la priorité que tu mérites et que tu recherches, soyons honnêtes. Donc passe à autre chose, ma Gertrude. Next.
Question rien à voir, Gertrude qui me demande comment se passe un premier rendez-vous chez le gynéco. Alors moi Gertrude, un premier rendez-vous chez le gynéco, comme le 10e, comme le 20e, ça se passe au départ plus ou moins comme un rendez-vous chez le médecin. Alors évidemment, il y a beaucoup de meufs qui stressent à fond parce que oui, on sait, de temps en temps, pas à chaque fois d'ailleurs, hein, mais de temps en temps, il faut se mettre à poil et le gynéco va regarder ce qui se passe à l'intérieur de ta touche. Alors on est d'accord, c'est tellement intime et c'est tellement une atteinte à la pudeur que c'est très difficile. C'est jamais vraiment une partie de plaisir d'aller ouvrir les jambes devant un gynéco. Malgré tout, c'est nécessaire, c'est important de se faire suivre par un gynéco, ne serait-ce que pour se faire prescrire une contraception ou pour un suivi si jamais tu tombes enceinte ou quoi. Donc un premier rendez-vous chez le gynéco, un rendez-vous chez le gynéco tout court, ça se passe comment? T'arrives, c'est comme chez un médecin, c'est-à-dire que la personne en principe est très droite, très respectueuse. Elle te demande pourquoi tu es venu, quelles sont les questions que tu te poses, etc. Et si nécessaire, elle va te demander de te déshabiller, alors soit juste le haut, soit juste le bas, soit les deux en même temps, ça dépend des gynécos. Et le ou la gynéco va te demander de te mettre sur la table et puis bon bah de faire ses petites affaires. Quoi qu'il arrive, à aucun moment un gynécologue ne peut se permettre d'être désagréable ou humiliant ou jugeant sur ta personne. Donc attention parce qu'il y a ce qu'on appelle des violences gynécologiques qui peuvent aussi d'ailleurs venir de la part d'un médecin, hein. Et c'est des choses qui sont de plus en plus médiatisées, donc c'est bien, c'est une bonne chose, il faut en parler. Si jamais ton gynéco ou ta gynéco a une remarque déplacée du style ah bah dis donc t'as un gros bide, ou alors ah c'est moche là-dedans, ou alors j'en sais rien, ah vous êtes poilu, ou des trucs pareils, tu vois, évidemment c'est n'importe quoi. Petit rappel d'ailleurs au passage, tu n'as pas besoin de t'épiler avant d'aller chez le gynéco. Idéalement c'est quand même plus sympa d'avoir pris sa douche au moins le matin, que ce soit pour ton confort ou pour celui du gynéco ou de la gynéco. Tu n'as évidemment pas besoin de choisir une super lingerie pour aller voir ton gynéco ou ta gynéco. Et surtout oublie le jugement du médecin. Un ou une gynéco, ça voit 50 milliards de touches par mois, ça voit 50 milliards de nanas nues par mois, et même si pour toi c'est un big moment parce que bah t'es à poil devant quelqu'un que tu connais pas, tu vois, et en plus il faut écarter les jambes et c'est pas très agréable, t'inquiète pas que le gynéco ou la gynéco, en rentrant chez lui ou chez elle, il a oublié mais depuis 1000 ans, tu vois. Ah oui, et petit détail, selon le rendez-vous que tu prends chez le gynéco ou chez la gynéco, si jamais t'as tes règles à ce moment-là, soit il faut reporter, soit justement il faut pile avoir ses règles au moment où tu prends le rendez-vous. Enfin bref, pour répondre brièvement à ta question, ma Gertrude, un rendez-vous chez le gynéco ça se passe bien, pourvu que t'aies un bon gynéco, mais en principe on essaie de faire en sorte que ça se passe bien. Et si tu te sens mal à l'aise ou quoi, tu as le droit de dire écoutez non je me sens pas, t'as le droit d'arrêter la consultation, même si ça reste quand même un passage obligé dans la vie d'une femme, des passages obligés dans la vie d'une femme, donc voilà. Comment savoir s'il joue avec nous? Alors là, ma Gertrude, j'ai envie de te dire, j'adore cette phrase. Quand il y a un doute, c'est qu'il y a plus de doute. C'est-à-dire que si tu commences à te poser la question de oh là là, mais est-ce qu'il se fout de ma gueule ou pas là? Généralement, c'est qu'il y a anguille sous roche, comme dirait l'autre. Après, si t'as besoin d'une étude un peu plus poussée sur le cas, tu sais quoi? Mets-toi à sa place. Par exemple, s'il a eu une action dont t'es pas trop sûr, mets-toi à sa place et demande-toi comment toi t'aurais réagi à ce moment-là. Et puis vois. Après, il y a aussi une question de bon sens et de sens critique. Là, tu n'avais évidemment pas la place pour me donner quelques exemples que ce soit, donc c'est un peu compliqué, tu vois, de te dire ah bah voilà, s'il te fout ta gueule par rapport à ça, parce que j'ai pas d'exemple en tête. Maintenant, si ton sens critique te fait dire que ah j'ai un peu l'impression qu'il se fout de ma gueule, si tes copines pensent qu'il se fout de ta gueule, si tes copains pensent qu'il se fout de ta gueule, si tes parents pensent qu'il se fout de ta gueule, si ta grand-mère pense qu'il se fout de ta gueule, c'est que potentiellement il se fout de ta gueule. Maintenant la meilleure façon de le savoir c'est aussi de le demander à condition qu'il soit honnête. Mais voilà, fais marcher ton sens critique, fais marcher aussi ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, tes valeurs, tout ça, ta valeur d'ailleurs. Si cette personne a un comportement qui ne te plaît pas parce que justement, que ce soit vrai ou pas vrai, t'as l'impression qu'il ou elle se fout de ta gueule, c'est que potentiellement c'est pas une bonne personne pour toi, tu vois. Comment gérer une relation libre avec quelqu'un dont on n'est pas le partenaire principal, sachant que tout le monde est au courant et consentant? Oui, j'ose espérer, puisque c'est une relation libre, du coup, j'imagine, enfin j'espère que tout le monde est d'accord sur les termes du contrat. Alors tu me poses une vraie question, ma Gertrude, parce que pour le coup, j'avoue, je suis vraiment pas spécialiste en termes d'union libre. Tout ce que je sais, c'est que à partir du moment où il y a un couple, même s'il est libre, le couple est amoureux. Qu'il soit libre ou pas, qu'il soit exclusif ou non, les deux personnes du couple sont amoureuses. Maintenant, le fait qu'ils soient libres, ça leur permet justement d'aller voir ailleurs, de s'envoyer en l'air ailleurs, hein, soyons clairs, nets et précis. Et du coup, toi, t'es un peu la troisième roue du carrosse entre guillemets, c'est-à-dire que t'arrives et tu t'envoies en l'air avec une des deux personnes de ce couple-là. Comment le gérer? Même si j'y connais pas grand-chose aux unions libres, j'ai envie de te dire plus ou moins comme un plan cul, non? Puisque l'idée c'est évidemment pas que tu tombes amoureuse de cette personne-là, puisqu'elle est déjà en couple. Donc cette personne-là va pas te proposer de se mettre en couple ou de bâtir un avenir avec elle, puisqu'elle est déjà en couple, elle a déjà cette personne-là pour elle. Donc comment le gérer? Comment l'appréhender? Je te dis comme un plan cul, comme un moment de positif, un moment de bonus que tu vas kiffer avec quelqu'un avec qui tu aimes t'envoyer en l'air, que ce soit régulièrement ou pas, et surtout sans se faire de plan sur la comète, sans espérer que il ou elle quitte son mec ou sa meuf ou quoi que ce soit, tu vois. Cette personne est en couple libre, donc cette personne a le droit d'aller voir ailleurs et grand bien lui fasse, mais l'idée c'est clairement pas de se mettre en couple, donc voilà. Tiens, Alphonse qui me demande, j'hésite à reparler à une fille qui trouvait que j'avais pas de discussion alors qu'on s'entendait bien. Ah ouais mais mon Alphonse, la meuf elle a arrêté de te parler parce qu'elle te disait je trouve que t'as pas assez de discussion et t'as envie d'aller lui reparler. Franchement, t'as vraiment envie de sortir avec une meuf comme ça? Après c'est ton problème hein, si t'as envie d'y aller bah vas-y. Mais je sais pas pour toi hein, mais personnellement, quelqu'un qui va me dire un truc du style t'as pas de conversation, aka t'es pas assez intéressant ou intéressante pour moi, à ta place ça me renverrait une image tellement négative de moi que je serais en mode ah j'ai plus du tout envie de parler à cette personne. L'expérience n'est pas agréable puisque dans ses yeux
j'ai l'impression d'être une merde, puisque cette personne s'est permise de me dire que j'étais pas intéressante, que j'avais pas de conversation, je sais pas quoi. Alors, bien entendu, toujours pareil, faire fonctionner son sens critique. Si la meuf, la seule chose que t'étais capable de lui dire c'était salut, ça va, ah t'es trop belle, effectivement t'avais peut-être pas beaucoup de conversation. Si tu sens que ta conversation s'est étoffée et qu'elle avait eu raison de te dire un truc comme ça, après tout pourquoi pas. Maintenant, si t'essayais de faire de ton mieux pour trouver des sujets de conversation, etc. et qu'elle t'a dit en gros qu'elle se faisait chier en discutant avec toi, bah moi j'ai envie de te dire respecte-toi et n'y retourne pas quoi. Des meufs, il y en a 50 milliards sur Terre, faut vraiment que j'arrête d'utiliser le nombre 50 milliards. Donc non, moi à ta place, j'irai pas. J'irai pas parce que cette meuf, elle a été condescendante et t'as pas envie de donner de l'importance à quelqu'un qui a été condescendant avec toi, non? Enfin je sais pas, à toi de voir. J'ai un fétichisme et j'en ai grandement honte, j'ai du mal à vivre avec. Et ben mon Alphonse, tu sais quoi? Que t'en aies honte ou pas, de toute façon si t'es fétichiste, point. C'est comme si je te disais oh là là j'adore le rose mais j'ai trop honte. Ce qui a été mon cas d'ailleurs quand je devais avoir 12-13 ans. Tu sais ce moment là où t'essaies de montrer que t'es grand et que le rose c'était trop une couleur de gamin. En fait que tu assumes ou pas, tes goûts restent tes goûts. Tu pourrais être scatophile, effectivement c'est pas très bien vu par la société actuellement. Scatophile au passage c'est celles et ceux qui aiment manger du caca. Tes goûts restent tes goûts. Et les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Pour partir sur quelque chose d'un petit peu plus politiquement correct, admettons que tu sois fétichiste des pieds. Alors déjà là-dessus, si c'est ça ton fétichisme, t'as de la chance parce que c'est quand même vraiment en train de se démocratiser. Mais rappelle-toi mon Alphonse que déjà si tu l'assumes pas pour toi, tu vas avoir du mal à l'assumer par rapport aux autres. Et c'est là que j'ai un peu d'espoir pour toi. T'as assumé devant moi que t'étais fétichiste puisque tu m'as envoyé ce message là et que je peux voir qui tu es. Je te rassure, ça restera entre nous. Donc mon Alphonse, dans un premier temps, je t'invite à l'assumer pour toi en te disant bon bah oui, je suis fétichiste, voilà. Je kiffe les pieds ou les aisselles ou les blancs d'œil ou que sais-je. Voilà, je suis fétichiste. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que t'es trop bizarre ou que t'es pas fréquentable ou quoi que ce soit. Juste, il y a quelque chose que tu kiffes en particulier. Et deuxième point, même si tu commences à l'assumer par rapport à toi, rappelle-toi que t'es pas obligé de l'assumer devant tout le monde. Le fétichisme, ça touche en principe à la sexualité, j'imagine que c'est le cas dans ton histoire. T'es pas obligé de raconter à tous tes potes que t'es fétichiste, ni à toutes tes copines, ni à ta famille. C'est quelque chose de très intime et tu peux ne le partager qu'avec la personne avec qui t'es en couple. Maintenant, admettons, tu sors avec une meuf ou avec un mec du même groupe de potes que toi et vous vous séparez et cette personne balance à tout le monde que t'étais fétichiste. Tu sais quoi? Ça veut dire que cette personne n'est pas loyale. Et puis surtout, en fait, qu'elle l'ait dit ou pas, dans tous les cas, c'est la vérité. Et plutôt que d'en avoir honte, assume, dis bah ouais, je suis fétichiste, so what? Tu sais, c'est comme ces personnes qui me disent par exemple ah j'ai des trop grosses cuisses, ou alors ah j'ai trop de gras, ou alors ah je suis trop maigre ou quoi que ce soit, ou encore je suis trop petit, je suis trop grand, etc. Ou j'ai des boutons, enfin bref, t'as compris. À chaque fois, je leur dis admettons t'as des boutons et en dessous de ta gueule, qu'est-ce que tu veux répondre? Bah oui, j'ai des boutons en fait, oui, d'accord. Et donc, so what? C'est la seule chose à répondre. Et c'est exactement pareil avec le fétichisme, c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, ton fétichisme il est là, c'est la vérité. Donc pourquoi te battre contre la vérité? Dis oui, effectivement, je suis fétichiste, so what? Oui, tu peux faire des blagues, vas-y si tu veux, tu vois, mais ça changera rien. Et plus tu vas assumer qui tu es, moins les autres pourront te faire du mal par rapport à ça. Et vraiment, hein, que ce soit par rapport à de l'acné, des cicatrices, des taches sur la peau, des poils, une corpulence, une taille, un fétichisme, des goûts et des couleurs, plus tu assumeras les choses, moins les gens auront d'emprise pour te faire du mal par rapport à ça. Think about it. Il a peur de l'engagement. Est-ce que je lui mets un ultimatum ou je lui laisse le temps d'être prêt? Alors, ma Gertrude, la peur de l'engagement c'est un problème. Vous êtes très nombreux à m'en parler. Il faut que je fasse une vidéo là-dessus, mais j'avoue, j'attends d'être prête parce qu'il y a trop de choses à dire là-dessus. Alors, dans tous les cas, si tu te retrouves face à un garçon qui a peur de l'engagement, je ne suis pas sûre que le fait de lui mettre un ultimatum soit très aidant. C'est-à-dire que il a peur de l'engagement, il est déjà dans le stress. Si tu le stresses encore avec un ultimatum, oh, t'imagines le pauvre. En revanche, s'il y a une personne à qui mettre un ultimatum, ma Gertrude, c'est toi. C'est-à-dire que il faut absolument que tu saches ce que tu veux et surtout combien de temps tu es prête à attendre. Même si ce garçon a l'air très intéressé par toi, etc. Dans tous les cas, si toi ce que tu veux c'est t'engager et que cette personne n'est pas prête à s'engager parce qu'elle a trop peur, toi dans ta tête il faut que tu sois consciente du temps que tu es prête à attendre. Est-ce que ça va être une semaine? Est-ce que ça va être un mois? Est-ce que ça va être un an? Parce que ça peut être un an, hein. Mais il faut que tu sois consciente de ça. T'es pas obligé de lui en parler parce que encore une fois, je ne suis pas convaincue que ce soit la meilleure des façons de mettre quelqu'un à l'aise que de lui foutre la pression avec un ultimatum. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu dois avoir conscience du temps que tu es prête à attendre. Parce que t'as pas que ça à faire. Attendre quelqu'un, pourquoi pas? Ça peut être nécessaire selon les situations et ça peut être malin aussi selon la personne que t'es en train d'attendre. Mais attention, attendre, c'est attendre un moment donné. Tu peux pas attendre toute ta vie et tu peux pas attendre jusqu'à ce que t'en aies marre d'attendre. Donc selon la personne, selon le temps depuis lequel tu attends déjà, dis-toi bon bah voilà, si dans 3 mois on est toujours pas ensemble, j'arrête, je passe à autre chose, etc. Et dis-le pour toi, parce que de toute façon que tu lui dises à lui ou non, au mieux entre guillemets qu'est-ce qui va se passer? Il va dire ok c'est bon ça va, on se met en couple et puis au final il va être complètement flippé et donc il va tout faire péter parce qu'il sera flippé. Donc tu vois ça sert à rien. Je pense qu'il faut que lui ait l'impression que les choses se fassent naturellement et que toi du coup tu aies un petit peu ce compte à rebours qui tourne dans ta tête, comme ça te rassure. Tu te dis ok de toute façon j'attendrai pas éternellement, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Ce que je veux c'est lui mais ce que je veux pas c'est l'attendre dans le vent. Donc j'attendrai 3 mois, 6 mois, 1 an, ce que tu veux. Et une fois que le compte à rebours arrive à terme, attention, on se dit pas ah non mais je vais peut-être encore attendre 2 mois parce que là je sens que ça va se faire. Non, non et non. Si tu t'es dit 3 mois, c'est 3 mois. Alors ça peut être 3 mois et 2 jours, tu vois. Mais 3 mois, c'est 3 mois, pas 4. Ok? Courage ma Gertrude.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote numéro 1. J'espère que ça t'a plu. Moi j'ai vraiment kiffé. Je trouve que ça permet de passer en revue vachement plus d'histoires. Et puis on a aussi des petites questions, que ce soit un peu sur mon avis de temps en temps, parce que c'est vrai, je parle jamais de moi ni de mon avis. Je trouve que ça permet de mettre vraiment plein de choses dans la même vidéo, encore plus que les demandonnades. Et pour ma part, je me suis beaucoup amusée à tourner cette vidéo. Donc si tu kiffes, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et puis pose le pouce bleu. S'il y a plus de pouces bleus sur cette vidéo que d'habitude, ça me mettra un peu la puce à l'oreille, comme quoi il faut continuer. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs si ça peut te faire plaisir. L'avantage quand tu t'abonnes, c'est que comme ça tu peux voir toutes mes prochaines vidéos. Si tu aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche. Et si comme moi t'as horreur des notifications, parce que vraiment j'ai les notifications en horreur, tu ne cliques pas sur la cloche mais clique quand même sur s'abonner parce que c'est cool, tu vas voir, on se marre bien sur cette chaîne. Si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me posant tes questions, en me racontant ton histoire ou autre, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que ce soit pour les On Papote ou que ce soit pour les autres vidéos, c'est toujours dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo et c'est à ce moment là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire, pas avant parce que c'est trop tôt et pas après parce que c'est trop tard, j'aurais déjà tourné ma vidéo donc je pourrais plus prendre ton histoire ou ta question. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram ou que t'as juste envie qu'on discute toi et moi en privé de ton histoire, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que quand on s'entend, on a quand même le temps de se dire vraiment plus de choses. Maintenant, si t'es plus à l'aise à l'écrit, et ben tu prends à l'écrit, tu fais comme tu veux. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur, que t'es trop timide ou quoi, vraiment ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je sais parfaitement mettre les gens à l'aise. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc surtout n'hésite pas, n'aie pas peur. Sors de ta zone de confort, just try it. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très accueillants, très bienveillants. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.